Se rencontrer pour mieux s'écouter, c'est la mission que se donne chaque année la Semaine du Son, événement orchestré par l'UNESCO pour la 21e année consécutive, du 15 au 28 janvier prochain. À l'heure où le bruit devient l'objet d'un combat incessant, surtout dans nos grandes villes, trafic routier, tapage nocturne, travaux incessants, mais pas seulement. Il faut dire qu'à Paris, par exemple, le bruit peut rendre fou. Alors vous me direz, que peut faire le son là-dedans ? Eh bien peut-être à pouvoir parfois choisir ces sons, ceux que nous souhaitons entendre, en tout cas pour nous apaiser. Quels sons nous font du bien ? Question du jour avec nos 3 invités dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. D'ailleurs, je commence par vous poser la question. Vous, auditeurs, quels sons vous font du bien ? Tout simplement, répondez-nous sur la page de l'émission ou à l'adresse mariange.demontesquieu@radionotre-dame.com. Compliqué pour commencer l'émission, mais on va s'apaiser justement avec de la bonne musique et de bons sons. Christian Hugonnet, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes ingénieur du son justement, acousticien, clarinettiste. Vous collaborez régulièrement avec nos grandes institutions, notamment celle de Radio France, à l'IRCAM, et vous collaborez également avec tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au son, c'est-à-dire les réalisateurs, les producteurs, tous ceux qui sont en lien avec... En fait, il y a du son un peu partout dans tout ce que nous créons finalement. Bon, mis à part les écrivains, peut-être écrivent-ils certains avec de la musique ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, le son est partout, surtout aujourd'hui, on peut le dire, Christian Hugonnet. Oui. Rapidement, pour vous présenter. Oui, bon, écoutez, oui, le son est partout. Nous sommes immergés par le son. Le son nous enveloppe en permanence et comme on apprend précisément à nager, eh bien, il nous faut apprendre aussi à écouter le monde. Eh bien, on va en parler dans cette émission. Nous sommes également en compagnie en ligne avec Claire Aupert, que nous connaissons un petit peu, en ce qui concerne nos auditeurs de Radio Notre-Dame, et pas forcément ceux d'RCF. Bonjour Claire. Bonjour. Ravi de vous entendre. C'est déjà pas mal, même si nous ne sommes qu'en ligne avec vous. Vous qui êtes musicienne évidemment, qui êtes violoncelliste renommée, musicothérapeute. Voilà, lorsque vous n'êtes pas en concert ou auprès de vos élèves, vous jouez pour les personnes justement qui sont malades, qui sont en fin de vie. Vous accompagnez également les autistes. On peut toujours se référer à votre livre, Le Pansement Schubert, qui fait même du bien à lire, mais surtout à entendre, ce pansement Schubert, aux éditions de Noël, toujours à découvrir dans les bonnes librairies. Voilà, un ouvrage dans lequel vous racontez ces rencontres uniques avec la musique de la part de ses patients. Nous sommes également et enfin en ligne avec Lucie Richard. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. Alors, vous entend très mal toutes les deux, avec un souffle assez pénible. Le son, vous voyez, parfois, peut-être un peu brouillé. On va essayer, j'espère, d'améliorer cela. Vous qui enseignez le yoga, mais pas n'importe lequel, le yoga du son, figurez-vous que ça existe. Lucie Richard en est la preuve vivante. Vous qui explorez les potentiels, justement, des sons, alors surtout de la nature, c'est ça, Lucie Richard, pour soigner les personnes qui viennent vous voir. Alors, je vous entends pas très très bien non plus. Vous avez prononcé le mot de nature, c'est ça ? Oui, dis donc, ça commence bien cette émission, hein. Ça commence bien, mesdames. Bon, on va voir si en régie, ça peut s'améliorer et vite fait. En revanche, effectivement, vous travaillez à partir des sons de la nature, c'est-à-dire le son de la forêt, le son des oiseaux, tous les sons de la nature pour nous aider à nous sentir mieux. Alors, évidemment, tous les sons de la nature peuvent nous aider à nous sentir bien. Le son de l'eau, du feu, des oiseaux, ce sont vraiment des sons qui nous font du bien. Mais pour ma part, spécifiquement dans ma pratique, je ne travaille pas avec les sons de la nature, je travaille avec la voix. D'accord. Avec les sons de ma voix, le son de la voix de mes participants, clients, patients. Voilà, mais pourtant, sur votre site, on entend énormément de bruit d'oiseaux. C'est très agréable d'ailleurs d'aller sur votre site. Ça fait du bien d'y passer quelques minutes. Parce qu'on entend effectivement les bruits de la nature. Alors pardonnez-moi, je pensais que vous travailliez aussi avec les sons de la nature. Voilà pourquoi. Je suis très très sensible à la nature. J'aime beaucoup aller faire des sons et chanter dans la nature et pouvoir me relier avec la nature, avec les chants, effectivement. Voilà. Alors, Christian Hugonnet, cette semaine du son, pourquoi cette semaine du son depuis 21 ans pourquoi il y a une semaine du son en fait ? Ça sert à quoi cette semaine du son ? La semaine du son a pour objet de remettre l'église au milieu du village, si je puis dire. Et autrement dit, oui, arrêtons d'être rétiniens, essayons d'être un peu plus dans l'écoute pour mieux voir le monde.
Jacques Attali, il y a quelque temps, qui était parrain de la Semaine du Son, me disait que le monde ne se regardait pas, il s'écoutait. Autrement dit, nous écoutons le monde d'abord pour mieux le voir. Et on nous fait croire aujourd'hui, par tous les médias, que précisément tout se voit. Non, tout ne se voit pas. Tout s'écoute pour mieux se voir et mieux se comprendre. Vous fermez les yeux pour mieux entendre. C'est presque un peu ça, au sens propre d'abord. Oui, on peut considérer, on peut voir le monde à travers l'oreille, si je puis dire, tout simplement. Il suffit de demander en fait aux gens qui ont une cécité visuelle ce qu'ils pensent de tout cela, et ils ont une vision très très claire du monde. Donc on n'a pas besoin de cela. Et puis on a aussi des personnages célèbres comme Murray Schaeffer, qui est un grand compositeur et qui a imaginé le soundscape, le paysage sonore, autrement dit, qui lui a décidé effectivement qu'on pouvait effectivement très bien décrire le monde par le sonore. Mais un certain Schumann le fit en son temps. Il racontait des choses très visuelles au fond. Bon, il n'y a pas que lui, moi j'aime énormément Schumann, donc c'est pour ça que je vous parle de lui. Mais Schubert certainement aussi, Claire Opère. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images chez Schumann, qu'il y a également certainement aussi chez Schubert. Ça vous parle ou pas, ce côté imagé du son au fond, Claire Opère, que raconte Christian? Oui, bien sûr, bien sûr. J'entends le mot décrire le monde. En fait, l'expérience que j'ai donc de toutes ces 25 années de musique qui sort des salles de concert et va à la rencontre de ceux qui n'y sont pas, en l'occurrence les grands autistes, les malades atteints de démence, les personnes douloureuses et en fin de vie, me montre que non seulement c'est une expérience à décrire, mais c'est une expérience à éprouver. Parce que la musique se passe non seulement de mots et d'images, mais même parfois d'oreilles. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de jouer pour des personnes qui étaient sourdes, parce que la musique est d'abord vibration. Ouais. Il m'est arrivé de rencontrer des patients qui, en posant les mains sur mon instrument, le violoncelle, eh bien, m'ont remercié à la fin en me disant « c'est mon premier concert ». Ils n'avaient 100% sourds depuis plus de 30 ans. Donc cet élément de la vibration, je pense, c'est quelque chose qui est particulièrement fort à éprouver à la fois dans le corps. On en parle d'abord dans le corps. On en parle tellement rarement, pardon Claire de vous couper, on en parle tellement rarement. Vous saviez ça, Christian, j'imagine? Oui, absolument. Et il faut peut-être préciser que ce n'est pas forcément l'oreille qui écoute, c'est le cerveau qui écoute. D'ailleurs, le thème de la soirée que nous organiserons cette année au ministère de la Santé, c'est le cerveau, la musique et cerveau. Autrement dit, c'est en cela qu'il y a une relation directe entre ce que la musique et la manière avec laquelle nous percevons cette musique, et qui ne passe pas forcément, comme le disait madame, par l'oreille, si je puis dire. Donc c'est une sensation, c'est une perception beaucoup plus large, beaucoup plus forte, beaucoup plus immergente que l'on imagine. Donc, et on sait qu'on a aujourd'hui des neurones de l'audition qui, eux, sont extrêmement importants. On n'en parle jamais de cela, mais les neurones de l'audition. Oui, ces neurones sont au niveau cérébral. Oui. Donc, avec le professeur Paul Avant de l'Institut de l'audition, nous avons démontré à quel point ces neurones de l'audition étaient importants et étaient protégés d'ailleurs par des protections qui leur sont propres, évidemment, de manière à pouvoir fonctionner correctement. On a d'ailleurs démontré à quel point certaines musiques trop surcompressées, c'était le thème de la dernière émission, je Absolument. me rappelle, pouvaient porter atteinte justement à ces neurones de l'audition qui étaient surchargés en densité, si je puis dire, avec une densité trop forte, et qui mettaient à mal ce qu'on appelle le réflexe tapédien, ce fameux réflexe qui permet de faire tomber, de ralentir, de faire tomber des niveaux forts lorsqu'on les entend de manière un petit peu soudaine. Donc cette notion même de neurones de l'audition est une notion qu'on va développer de plus en plus. Et aujourd'hui, toutes les neurosciences nous amènent justement à mieux comprendre le fonctionnement de l'oreille, chose qu'on n'imaginait pas il y a encore une dizaine d'années. D'où l'intérêt de se rendre, quand on le peut bien évidemment, à un petit concert ou à un grand concert, en tout cas à des gens venir à se rendre à des concerts ou à des auditions, en tout cas voir et assister à des vrais spectacles musicaux, à entendre des personnes qui chantent pour de vrai, comme Lucie Richard invite ses patients, j'ai envie de dire, à le faire revenir recontacter la source du son. C'est un peu ça aussi l'objectif.
Oui, Euh, il faut laisser à ces neurones de l'audition, hein, c'est la capacité d'avoir accès à ce qu'on appelle les micro-silences, qui sont des moments importants dans l'évolution musicale. Il faut avoir ces moments de pause de manière à pouvoir régénérer justement ces neurones. Et c'est Ouais. une notion importante. Lucie Richard, ça vous parle ou pas, ça? Ces Oui, tout à fait. micro-silences, le Oui, son naturel au fond, qui est le violoncelle ou la voix. Euh, évidemment, évidemment, je rejoins tout ce qui a été dit. Le son, en fait, nous ramène au corps, à notre corporalité. Le son nous permet aussi d'entrer dans le silence. C'est un travail qu'on fait en yoga du son. C'est un outil pour aller vers le silence et vers la méditation. Effectivement, le son travaille au niveau vibratoire dans l'ensemble du corps, mais aussi au niveau cérébral. Et il vient modifier nos fréquences cérébrales. Il peut nous permettre d'entrer dans des états de conscience non ordinaires. C'est un outil extraordinaire, en fait, pour entrer à l'intérieur de soi, pour ouais. découvrir des espaces qu'on ne connaît pas, et aussi un outil de reliance au monde extraordinaire. Ouais, c'est assez étonnant de vous entendre tous. Et j'ai bien envie, j'ai bien envie. Ah, même si Christian a Euh, quelque chose à rajouter oui, juste avant la musique, peut-être justement. rajouter également que nous sommes instruments de musique. Autrement dit, Nous sommes l'homme. instruments de musique, Oui, nous sommes nous-mêmes. instruments de musique en tant que tels, quoi. Je veux dire, nous avons tous les organes qui composent, résonnent, Même en quand tout nous cas. parlons, au fond, non? Mais absolument, absolument. Mais chacun des organes a une fréquence propre, il faut le savoir tout de même, hein, ce qui d'ailleurs pose un certain problème, notamment sur certains équipements éoliens, hein, où même les infrabasses peuvent poser des problèmes justement sur le plan perceptif, hein. On n'en parle pas beaucoup de En cela. fait, on émet, différentes parties de notre corps émettent des ondes. C'est ça que vous Non, voulez dire, des vibrations? non, Pardon? non, 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 une fréquence. elles ont une résonance propre, c'est-à-dire que D'accord. quand vous frappez avec un marteau sur n'importe quelle structure, vous avez une résonance qui lui est propre, hein. Eh bien, le cœur, les organes, tous les organes du corps, le cœur, je crois, doit avoir une fréquence de résonance autour de 8 Hertz. Autrement dit, tout cela a une importance incroyable, car quand on rentre en résonance avec cet organe, il se passe des choses, véritablement. Donc, il faut savoir, ça, c'est un point tout à fait essentiel. Encore Ouais. une fois, nous sommes vibration. Vous l'avez parfaitement dit Ouais. tout à l'heure. Il faut le savoir. Et nous sommes vibration également, nous avec nous-mêmes, mais nous avec les autres aussi. Et avec les plantes, et avec les animaux, etc. Waouh. C'est un point essentiel. Eh bien, je vous propose de vibrer tous ensemble, si vous le permettez, cet après-midi, en compagnie d'un certain, pas Robert Schumann, comme j'allais le dire, mais Franz Schubert. Merci infiniment à Claire Aupert pour sa pépite musicale chouchoute, si je puis dire, et même de travail. Ce morceau si apaisant, évidemment, qu'est le pansement Schubert. Et voilà pour le pansement Schubert, évidemment cette tendance de Schubert choisie par Claire Aupert. Alors vous en avez évidemment parlé, pas des centaines de fois sur notre antenne et surtout dans votre livre Claire Aupert, mais qu'est-ce qu'il apporte de bien particulier quand même? S'il fallait trouver 1, 2 ou 3 mots pour qualifier ce morceau de Franz Schubert, Claire Aupert. Ce Schubert merveilleux qui est à la fois, qui parle d'abord profondément à notre cœur humain, a été ce morceau précisément qui a permis de faire tomber radicalement la douleur de cette patiente démente, agressive, qui mordait les infirmières, qui les griffait, et les infirmières n'arrivaient pas à faire le pansement de cette résidente. Ouais. Et à l'écoute spontanée, donc je suis passée par là, je me suis assise, j'ai joué ce thème, Ouais. donc je l'ai joué seule. Eh bien, sa douleur est tombée radicalement, le pansement a été réalisé en quelques minutes. Elle a même pas remarqué que tout était fini, son visage était transformé, et l'une des infirmières a dit après, eh bien, il faudra revenir pour le pansement Schubert. Eh bien, il se trouve que j'ai eu l'intuition de jouer Schubert. Je suis revenue après des centaines et des centaines de fois, puisque ce Schubert et cette expérience spontanée de diminution radicale de la douleur est devenue la base d'une étude clinique, le pansement Schubert, qui a montré de quelle façon et avec quelle puissance la musique vivante, au moment d'un soin douloureux, pouvait faire diminuer à la fois la douleur de 10 à 50% et l'anxiété. Voilà, ça c'est le pansement Schubert raconté très très vite. Oui, Schubert, c'est un compositeur qui m'est souvent demandé lors de mes visites, donc dans les unités de soins palliatifs où je travaille maintenant depuis 14 ans. Schubert, Bach. Schubert a cette capacité de nous relier directement à notre humanité, avec quelque chose qui est à la fois inconsolable
et pourtant plein de consolation. Les patients pour lesquels je joue, eh bien tous disent « ça me vibre dans le corps et dans le cœur ». C'est comme si la musique de Schubert, avec cette complexité, la variété des émotions rejoignait la complexité, se mettait en résonance avec cette complexité intérieure de la personne malade. Ouais. Voilà, Effectivement, que de vibrations aujourd'hui dans cette émission dont il est question avec Christian Hugonnet, Claire Aupert et Lucie Richard. Effectivement, Lucie Richard, ça vous parle, effectivement, ces sons qui soignent. Hein, là, on parle même au sens propre du terme, de soigner. Vous avez, j'imagine, aussi des expériences à nous raconter de ce... Alors, je ne sais pas s'il s'agit avec vous de soins physiques, mais en tout cas de soins peut-être moraux. Oui, je propose également des soins d'accompagnement thérapeutique avec les sons de la voix. Oui. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir comment en fait la voix nous transporte dans une autre dimension. Elle vient vraiment agir au niveau cérébral. J'ai fait l'expérience aussi avec un ami en fin de vie dernièrement, avec qui j'ai vécu des expériences très étonnantes de reliance avec les sons. Il partait en transe, il faisait des voyages. Et il me remercie à chaque fois de l'instant de paix que je lui avais apporté avec ces sons. Et c'était des moments extrêmement forts en lien en fait avec la souffrance et des moments de désespoir également, et de voir comment cette reliance avec le son permettait de transcender cette souffrance. Et puis, quand moi je fais des soins plus spécifiques, ce sont des sons intuitifs. On travaille vraiment avec l'intuition. Claire parlait tout à l'heure de son intuition qui l'avait guidée à donner du Schubert. Et là, quand moi je travaille avec les sons de ma voix, ce sont des sons intuitifs, parfois des chants, parfois un langage qui vient parler à l'âme. Et on peut ressentir dans son corps des mouvements énergétiques, des points de douleur qui apparaissent, qui disparaissent. On est dans la vibration, c'est le mot, je pense qu'on va peut-être tous prononcer le plus dans cette émission, par des effets de résonance, et on sent dans son corps comment le son vient travailler, on peut le sentir vraiment physiquement, oui. Eh bien, je vous propose de récidiver avec Franz Schubert, si vous le permettez, les uns et les autres, avec cet extrait, cette variation numéro 1, sur le thème de la belle meunière en mi mineur, interprétée par le flûtiste chouchou, en tout cas de Marie-Ange de Montesquieu, qui est Emmanuel Pahud, et Éric Lesage au piano. À tout de suite. Bienvenue dans cette émission si vous nous rejoignez à l'heure où nous parlons de sons et de beaux sons et de bons sons au pluriel. Quels sons nous font du bien en cette semaine du son du 15 au 28 janvier prochain? Christian Hugonnet, ingénieur du son et acousticien, est avec nous. Claire Aupert également, elle qui est violoncelliste, musicothérapeute, et enfin Lucie Richard qui enseigne le yoga du son. Bref, Christian Hugonnet, les vibrations, c'est sûr qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, à juste titre. Vous aviez des choses à redire à propos de ce qui a été dit de la part surtout de Lucie Richard et Claire Aupert. Oui, on a toujours plein de choses à dire là-dessus. Vibration, certes, mais aussi rythme. Autrement dit, le premier morceau que nous avons entendu, il est terriblement rythmé. Terriblement rythmé. Et ça serait intéressant de vérifier quel est son rythme par rapport au rythme du cœur, etc. Donc ce serait là aussi une adéquation assez intéressante à réaliser, parce que là, on se sent apaisé d'emblée par une rythmique extrêmement tranquille et qui est paisible, je dirais, et qui vous réconforte. Donc il y a évidemment l'évolution musicale, donc qui existe évidemment, le timbre, tout ce qui touche à la musique évidemment de manière générale, mais il y a aussi cette notion rythmique qu'on oublie aussi quelquefois et qui nous fait du bien ou du mal quelquefois, car quand le rythme est un petit peu trop soutenu, ça fait monter effectivement l'adrénaline et du coup on peut aussi avoir des effets pervers avec la musique aussi. C'est ce que j'allais vous demander, parce que je crois qu'il y a une étude qui avait été réalisée il y a quelques années de cela je crois en collaboration avec nos confrères de Radio Classique, et qui avait découvert effectivement que certaines musiques, par exemple au volant, nous faisaient faire des écarts, alors que certaines musiques classiques avec un rythme particulier, peut-être qui suivait le rythme du cœur, j'en sais rien, eh bien nous apaisaient, nous aidaient à avoir une conduite plus douce. Voilà, bref, c'était une étude qui avait été réalisée il y a quelques années de cela. Mais j'imagine qu'il y a des sons qui nous font du mal aussi, des musiques peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord les unes et les autres, l'une et l'autre, Claire Aupert? Est-ce qu'il y a des sons qui nous sont nuisibles, des sons au sens musical, enfin en tout cas des sons en dehors du bruit évidemment, subi par nos oreilles?
c'est vrai que la musique, avec tous ces différents paramètres, a une action extrêmement puissante sur les corps et sur les cœurs. Dans mon expérience, donc j'ai vu à ce jour à peu près 2300 patients pour lesquels j'ai joué, des patients en fin de vie, Ouais. des patients qui étaient pour beaucoup d'ailleurs non conscients. Et je ne peux pas dire que les effets négatifs, puisqu'il s'agit ici, dans mon expérience, d'une musique qui est à visée thérapeutique, d'une musique qui va essayer de trouver, d'être adaptée finalement aux patients, d'une musique donc vivante par définition, qui va pouvoir dans tous ces différents paramètres s'adapter dans son rythme justement. Ça m'est arrivé qu'on me demande de jouer les Gnossiennes de Satie, donc un morceau de piano, Ouais. de le jouer le plus lentement et le plus doucement possible, car, me disait cette patiente, je voudrais faire l'expérience de la lenteur et du silence Ouais. avant de partir. Donc, ce rythme correspond profondément à l'intimité et aussi effectivement au corps dans tous ces paramètres. Les expériences négatives dans mon cas sont, je dois le dire, relativement peu fréquentes, même quasi non fréquentes, car quand il y a un refus, par exemple, eh bien à ce moment-là, je laisse évidemment la liberté au patient ou à la famille de ne pas écouter. Ce qu'il faut dire, c'est que la musique traverse les murs, elle est intrusive malgré tout. La musique ne demande pas l'autorisation elle est écoutée à travers les murs, à travers les portes, à travers Ouais. les corps, je dirais. Et se pose parfois la question de la liberté d'ailleurs du patient. Les patients qui sont dans le coma et qui ne peuvent pas forcément répondre quand la famille n'est pas présente, souhaiteraient-ils avoir un Ave Maria à leur chevet? Mhm. Nous, de notre côté, de bien portant, on se dit que c'est quelque chose qui sera positif, forcément, mais est-ce toujours le cas? Et c'est vrai qu'il faut être très vigilant. Alors, je ne réponds pas complètement à la question directement, dans le sens que la musique, dans mon expérience, puisqu'elle est orientée dans une visée de prendre soin, je ne pense pas qu'elle soigne, mais elle prend soin et surtout elle transforme radicalement, n'a pas d'effet directement négatif. Ouais, j'entendais peut-être plus à la maison, Claire Opère, pour le coup. Est-ce que, par exemple, à la maison, quand on a passé une journée avec beaucoup de tension, beaucoup d'agacement, je ne sais pas, voilà, de sources d'énervement diverses et variées, est-ce que c'est mauvais, par exemple, de s'envoyer, si je puis dire, un morceau de rock, de métal dans les oreilles? Est-ce que ça nuit ou Moi, pas? je me garderais de toute d'asséner une recette particulière. Il y a quelques mois, il y avait une religieuse à la maison médicale Jeanne Garnier, qui était donc en fin de vie, que je suis allée voir, et en me voyant avec mon violoncelle, elle m'a dit, s'il vous plaît, tous les Ave Maria que vous connaissez. Et puis, je lui ai joué donc beaucoup d'Ave Maria, et puis à un moment, elle me fait signe de venir près de son lit, et elle me chuchote, vous avez pas un petit rock'n'roll? Rock'n'roll. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faut se garder d'être manichéen ou de dire ce qui est Ouais. bon, ce qui est mauvais. Mon expérience me montre que justement le rock'n'roll était exactement ce qui a permis à cette religieuse, après l'écoute de ses Ave Maria qui faisaient résonance avec sa vie, eh bien de se reconnecter à elle-même Ouais. dans ce moment présent et d'éprouver la saveur extraordinaire d'un rock'n'roll endiablé. Qu'en pensez-vous, Christian Hugonnet? Oui, alors moi, Il fallait répondre à ma question, parce qu'elle n'est pas simple, ma question. Non. Je rebondis sur le terme Ouais. connexion, qui est un terme extrêmement fort sur le plan musical, sur la perception musicale. Dans une salle de concert, Oui. les gens se connectent, en fait, musicalement, en fait, sont connectés ensemble. Donc c'est toute la dimension sociétale de la musique. Il faut le dire, ça quand même, c'est important. On n'est pas là pour écouter, on est là pour construire une connexion. Donc on se positionne, on se stabilise collectivement sur le même élément qui est celui de l'évolution musicale. C'est quand même un point essentiel. Même si on s'échappe par moment, Oui, mais individuellement. mais absolument, On l'a on tous peut fait. s'échapper, bien sûr, hein.
Qui plus est, évidemment, lorsqu'on est musicien. Alors du coup, quand on est musicien, on est forcément tous Quand on ensemble. s'échappe, c'est Hein. plus problématique. Oui, oui, du non, côté des mais on musiciens. s'échappe, mais ensemble. On a le droit de s'échapper ensemble. Mais on s'échappe collectivement, avec le même rythme, avec la même partition, etc. Mais dans tous les cas de figure, en fait, la musique a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que ça permet justement un collectif, De une relier. connexion de reliance. Et je l'ai dit l'autre jour à la symphonie, en amont d'un orchestre, l'orchestre Padelot qui jouait la Philharmonie de Paris. Je leur dis que je suis monté sur scène juste avant le concert. Je lui ai dit, écoutez, vous allez écouter la symphonie fantastique de Berlioz. C'est un moment absolument incroyable, mais vous allez être connecté et vous allez faire jouir vos neurones de l'audition pendant quelques minutes. Et vous allez sortir de là différemment de ce que vous êtes rentré. Ça, c'est important, il faut le dire, quoi. Il faut le dire et le redire. Et puis aussi, le chaman, si on s'intéresse un peu au chamanisme, le chaman, lui aussi, utilise le son et le tambour en particulier pour se décaler, pour être en conscience modifiée aussi, mais une conscience modifiée intelligente, parfaitement consciente, là du coup, parfaitement maîtrisée, si je puis dire. Et ça lui permet effectivement de partir sur un autre monde. Eh bien, la musique, c'est aussi cela. C'est cette capacité à pouvoir être ensemble, être un petit peu en déconnexion temporelle, je dirais, mais ensemble et sur un élément qui est commun à tout un chacun. C'est un point essentiel tout de même, cela. Il y a quelque chose de bien mystérieux dans ce que vous dites les uns et les autres. Moi, je suis assez stupéfaite, qui suis juste mélomane, simple voilà, badaud de la musique. Mais Lucie Richard, ça vous parle, cette connexion? C'est étonnant, hein, collective, naturelle ou pas. Mais personne n'a répondu à ma question. Est-ce qu'il y a des sons qui nous font du mal? Alors, je peux essayer d'y merci répondre. Lucie. Je vais pas vraiment répondre non plus, dans le sens où on utilise en soin des sons dissonants, c'est-à-dire des sons qui sont désagréables à l'oreille, qui grincent, qui sont aigus, parce que ces sons vont être un peu comme des lasers, ils vont venir au niveau du corps cellulaire et énergétique, faire des nettoyages. Donc, ils ont l'air d'être mauvais, mais en fait, ils peuvent être bons. Et ce qui est important, en fait, dans ma pratique personnelle avec les sons, c'est en fait quelle est l'intention qu'on met avec ce son. Le son, il est comme un véhicule, mais quel est le message que l'on donne à ce véhicule? Donc, un son peut être mauvais si on met une mauvaise intention. Et je donne souvent cet exemple des contes de fées où on voit les mauvaises filles, quand elles parlent, elles ont des crapauds, des serpents qui sortent de leur bouche. Et la princesse, ce sont des diamants, des rubis, des colliers. Et c'est une image qui me parle beaucoup parce que si on a une belle intention, si on met de la beauté, si on met de l'amour, de la paix, en fait, le son ne peut pas être mauvais. Mais si on y met des mauvaises intentions, et on le sait quand on reçoit des injures ou des mots qui blessent, c'est ce qu'il y a derrière, en fait, qui vient nous toucher profondément. Et puis, le son vient toucher, bien sûr, au niveau émotionnel. Donc, cette intention, elle va venir aussi résonner à ce niveau-là de notre être. Est-ce qu'on peut être soulagé par un morceau de rap ou de métal, finalement, Christian Hugonnet, hein? Absolument. Il y a, encore une fois, c'est comme... Il n'y a pas de mauvais son, il n'y a pas de bons sons. Il y a les sons qu'on veut et ceux qu'on ne veut pas. C'est vraiment important. Et en qualité d'expert judiciaire aussi, je le vis aussi quotidiennement. J'ai des gens qui se plaignent de leur voisin. Le voisin, c'est un imbécile, donc il fait du bruit, donc je ne veux pas entendre le bruit de cet homme. Maintenant, si j'adore cette personne, il peut faire tout le bruit qu'il veut, ça sera toujours un vrai bonheur. C'est vrai que c'est sans le vécu, mais c'est vrai. Et la musique, c'est pareil. Je veux dire, on a des moments où on est plutôt dans l'excès d'une musique extrêmement dense, et puis d'autres moments, on est plutôt dans l'excès d'une musique plutôt lente. Mais c'est toujours les sons qu'on veut. Et en fait, la vraie définition, si on voulait d'ailleurs vous donner la définition du bruit, pour moi, en fait, c'est exactement le son dont on ne veut pas. Donc, et bruit, en fait, tous les sons qu'on refuse. Donc, c'est la vraie définition du bruit, c'est cela, en fait. C'est le fruit c'est le son dont on ne veut pas. Et la musique, eh bien, peut devenir bruit à partir du moment où on ne la désire pas. Mais il faut, à mon avis, s'arrêter quelques secondes sur la définition dont on ne veut pas, parce que parfois, à ce moment-là, on n'est pas tous... je pense pas qu'on soit maso les uns les autres. On se rend pas forcément compte de ce qui est bon pour nous. C'est ça que vous voulez dire aussi, ou alors... parce qu'on peut s'abreuver toujours de la même musique en croyant qu'elle nous fait du bien, mais en fait,
c'est pas si terrible que ça de toujours écouter la même chose avec beaucoup de, je sais pas, de vibrations hautes, j'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce Oui, que... mais hormis les problèmes de surcompression dont on parlait tout à l'heure, effectivement, d'un signal qui peut poser problème au niveau des neurones, etc., de l'audition, ça d'une manière physiologique, là, du coup, qui Oui. peut entraîner des pertes d'audition ou des acouphènes, parce qu'on a aussi cette problématique-là, ou des niveaux trop forts, par exemple, qu'on a dans des rêves parties qui sont absolument à 100, Par exemple. à plus entre 100 et 120 dB. Là, on est dans des sons qui, de toute façon, sont à supprimer, tout simplement, parce qu'ils il porte atteinte tout simplement à l'audition, donc à la santé de l'homme, hein. Donc là, du coup, on n'en parle pas de ça. Mais Ça, en c'est... soi, c'est pas si grave en fait finalement. Non. Voilà, à partir du moment où on aime ce qu'on écoute, Ouais. ah ben écoutez, je suis bien rassurée, voilà. Je laisserai ma fille écouter tout le métal qu'elle voudra dans 15 ans. Voilà, c'est dit. Claire Opère, effectivement, vous rejoignez ce qui est dit là-dessus. Donc ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure. Peu importe au fond, peu importe la musique que l'on écoute, à partir du moment où on ressent quelque chose de bénéfique pour soi à un moment T, bien évidemment, dans une situation particulière. Oui, la musique rejoint finalement la variété du vécu. La musique établit des correspondances, elle révèle et elle transforme. Ouais. Et mon expérience, donc particulièrement en soins palliatifs, montre que elle traverse le corps. Les patients disent tous, ça me vibre dans le corps. Je ne savais pas que j'étais si vivant là, mais surtout, elle atteint quelque chose que l'on pourrait qualifier de noyau central. Quelque chose qui est éprouvé comme tel par les patients, par les centaines et les milliers de patients. Je reviens juste du Japon, Oui. où j'ai donné des conférences, des concerts, et je suis allée aussi jouer pour des patients en soins palliatifs dans une unité de soins palliatifs à Tokyo. Eh bien, les premières paroles qui ont émergé, donc d'abord les larmes sont toujours présentes, cathartiques, consolatrices, mais les premières paroles, eh bien, c'était tout à fait les mêmes que celles qui sont prononcées dans le 15e arrondissement à la maison médicale Jeanne Garnier. Il n'y a pas de différence. Et donc, ce noyau central qui est rejoint et qui apparaît comme une part non malade, une part intacte, inaltérée de la personne malade. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante en ce qui me concerne à dire, c'est que la musique rejoint, quel que soit l'état cognitif. Les personnes peuvent être tout à fait démentes. Quelle que soit l'avancée de la pathologie, elles peuvent être aux toutes dernières minutes de leur vie. Et quel que soit aussi leur degré de vigilance, coma ou sédation, eh bien la musique rejoint une partie vivante. Et bien voilà, une la partie dimension intacte. universelle finalement du son et de la musique. Et tout de suite, nous écoutons Michel Berger, figurez-vous. Écoute la musique, il est l'heure d'ouvrir ses oreilles. Écoutons la musique, écoutons les sons surtout qui nous font du bien. Quels sons nous font du bien précisément? Nous en parlons depuis le début de cette émission avec nos 3 invités. Christian Hugonnet, ingénieur du son acousticien, Claire Opère qui est violoncelliste et musicothérapeute. Le Pansement Schubert, c'est son ouvrage publié aux éditions de Noël il y a quelques temps à découvrir bien évidemment encore aujourd'hui dans les bonnes librairies. Et Lucie Richard qui enseigne du yoga du son. Lucie Richard, effectivement, maintenant qu'on a répondu à ma fameuse question autour des sons qui nous font du mal, des sons qui nous font du bien, au fond, on a bien compris que c'était l'intention qu'il y avait derrière le son que nous écoutons au moment T où nous avons besoin de l'écouter, ce son. Il y a quand même une durée peut-être maximale. Il faut pas. J'ai remarqué quelque chose, je peux vous dire une expérience personnelle. Quand je fais écouter de la musique à ma fille qui en redemande du haut de ses 2 ans et demi, il y a un moment donné où on se sent saturé quand même. Il y a un moment donné où on sent qu'il faut s'arrêter. Alors surtout peut-être avec les plateformes qui enchaînent les morceaux les uns après les autres. C'est sûr qu'on n'est plus à l'époque du vinyle ni de la cassette qui avait un début et une fin. Là, c'est sans fin. Donc à un moment donné, il faut que quelqu'un décide d'arrêter ce son continu, même si ce sont des belles choses qui s'enchaînent. Mais ça, c'est vrai que c'est important, avec les plateformes qui sont les nôtres aujourd'hui, à notre époque, Christian Hugonnet, de faire attention à ça. Et Lucie Richard, j'imagine que ça vous parle, ce que je raconte. Oui et non, parce que dans le sens où, en fait, si on s'écoute, si on a envie d'écouter de la musique pendant 3 heures ou pendant 5 heures, pendant 10 heures, c'est que tout va bien pour nous. Même si effectivement, moi je suis une grande adepte du silence, c'est-à-dire que je passe mes journées en silence, je travaille en silence, je n'écoute jamais de musique quasiment, ce qui peut paraître un peu étrange,
mais parce que moi, j'ai ce besoin de silence, mais on est tous différents et on a tous Ouais. des besoins différents. Et puis, je voulais ajouter sur cette possibilité d'écouter des choses en boucle, parce que moi, c'est quelque chose que je fais aussi souvent quand je découvre une musique où je peux l'écouter en boucle, en boucle, en boucle. Et je ne sais pas si vous connaissez les travaux qui sont appelés les travaux en génodique, qui sont des travaux sur l'étude des fréquences des protéines et comment, en fait, on peut décoder des mélodies que réalisent les protéines quand elles s'assemblent. Il y a des recherches très intéressantes qui sont faites sur ces protéines, sur le champ des protéines et comment ces mélodies en fait viennent activer ou désactiver certaines protéines, hein, sachant qu'on est constitué de protéines, et que c'est peut-être que quand on a ce besoin d'écouter des mélodies en boucle, c'est qu'elles viennent agir à un certain niveau corporel dont on n'a pas conscience, mais intuitivement on sent qu'on a ça à faire. Il y a une petite anecdote qui dit que la Marseillaise aiderait à la cicatrisation. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça très amusant de le croire en tout cas. Peut-être d'où le succès des lancements, des ouvertures de matchs de foot, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on l'entendra beaucoup cette Marseillaise pendant ces JO en 2024. Évidemment, trêve de blague. Christian Hugonnet, Oui, continue, discontinue, peu importe là aussi. Oui, en fait, continue, oui, ça c'est limite dans la mesure où si on revient sur un problème, je dirais, perceptif et sur ce qu'on appelle effectivement cette densité énergétique, oui, c'est là le problème. Et votre fille, à mon avis, c'est de cela dont elle peut se plaindre à un moment donné. C'est-à-dire que quand on entend des sons qui sont extrêmement denses sur un temps assez prolongé, on fatigue très vite. La fatigue auditive se met en place. Quand même. Et du coup, on finit par dire non. Mais on n'est pas du tout, du coup, là, on n'est pas sur des sons naturels, ou on n'est pas sur des sons, je dirais, qui respirent, là, du coup. Et si on est sur des sons qui ne respirent pas, là, du coup, on peut très vite... Ça durait plus vite, en fait. Hein, avoir une saturation ressentie. Parce qu'on peut aller au concert, écouter Wagner pendant 3 heures, ouais. et ressortir de là... au contraire, on ressort de là, on est censé pas être épuisé, quoi. Après 3 heures de Wagner, puisqu'il y a des silences, on revient à ce que vous disiez, le son naturel. Enfin, j'appelle ça, moi, le son naturel bêtement, mais c'est... presque ça finalement. Avec ces micro-silences suffisamment importants pour pouvoir justement faire reposer le corps et l'esprit. Nos cellules ciliées et effectivement nos neurones de l'audition. Oui, c'est ça, en fait, le secret, il est là, quoi, tout simplement. Mais on peut très bien, comme me dit madame, effectivement, entendre, écouter en boucle c'est vrai, ça. Parfois, on a envie et besoin de ça. Et peut-être même arriver à une conscience modifiée aussi, à force de l'écouter, et puis c'est plutôt agréable tout cela. Alors je vous demande pas par discrétion le morceau que vous écoutez chacun en boucle. Moi je vais vous dire, c'est le concerto pour 4 claviers de Vivaldi, repris de Bach effectivement. Oh, je peux l'écouter, mais je sais pas, 15 fois de suite ce truc. Enfin bref, ce morceau, pardonnez-moi. Je m'emballe. Christian Hugonnet, il y avait quelque chose que vous souhaitiez ajouter. On va faire réagir Claire Opère là-dessus, exprès. Vous allez voir pourquoi Claire Opère. Christian Hugonnet, cette histoire de son, on en parlait il y a quelques secondes. Le son est finalement le premier, comment peut-on dire, la première vibration que nous manifestons en naissant et la dernière en mourant. Expliquez-vous. Oui, je pense qu'on naît par le son et on meurt par le son. Autrement dit, la première perception qu'on a du monde, le premier sens finalement, c'est celui du sonore. On entend d'abord dans le ventre de sa mère, hein, on entend le monde, alors à travers évidemment des éléments qui sont ce qu'ils sont, mais on entend, on écoute, on entend déjà, et l'organe de l'audition arrive tout à fait en premier lieu, et nous allons quitter cette planète aussi avec l'audition aussi, car ça sera le dernier organe, le dernier sens qui nous lâchera avant de quitter cette planète. C'est intéressant de le dire, quoi. On ne parle pas en présence d'une personne qui est en coma profond, par exemple, hein. Donc faut le savoir. Donc ça veut dire qu'on est encadré véritablement par le sonore. Et je rajouterais aussi peut-être que le son est peut-être unique dans ce cosmos. Autrement dit, le son de la Terre, jusqu'à présent, n'existe nulle part ailleurs. Autrement dit, nous sommes, êtres humains, en fait, immergés dans quelque chose qui nous est unique, finalement. On est sur Mars, on est sur la Lune, il n'y a pas de son, hein. Il y a de l'image, mais il n'y a pas de son. Donc, ça veut dire que, vraiment, le sonore est quelque chose qui nous va bien, quoi, qui nous est terriblement proche et qui nous relie, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, mais d'une manière naturelle, je dirais, vraiment. Ouais. Quand on dit que
nous ne sommes qu'un finalement, eh bien, j'ai envie de dire, nous ne sommes qu'un, oui, par le sonore précisément. Ouais. Voilà. Il faut le rappeler cela, quoi. Je veux dire, c'est un élément fort, quoi, et ça devrait nous faire réfléchir justement sur l'importance que nous donnons au son aujourd'hui, et notamment dans notre dialectique, notre manière de parler, de nous écouter, de nous comprendre. Donc au-delà de la musique, on devrait aussi se poser la question de savoir pourquoi les gens aujourd'hui ne s'écoutent plus, hein, ne se parlent plus, parlent beaucoup mais ne se parlent plus. Donc Vous ça disiez aussi, qu'il parlait très vite la dernière fois. de plus Je en crois que plus c'était vite. vous qui disiez ça. Oui, Hein. oui, absolument, oui. On a tendance à éructer, si je puis dire. On balance en permanence. Ça fait sourire Guillaume derrière cette vitre. On a tellement peu Est-ce de que temps j'ai de ruc parler. Guillaume Nogaret? On a tellement peu le temps de parler, c'est vrai. Et voilà. Et vous savez que simplement, une musique, ça prend du temps, quoi. Je veux dire, écouter aussi, on n'a pas dit ça, mais Ouais. l'autre jour, j'écoutais enfin, la musique et puis une personne qui vous parle. Ça prend du temps. Et c'est pour ça que maintenant, sur tous les smartphones, vous pouvez accélérer aussi la personne qui vous parle. Mais qu'est-ce qu'il en est, in fine, quoi. Autrement dit, est-ce que c'est encore la personne qui vous parle? Ouais. Donc, on n'a plus le temps de rien. Et malheureusement et heureusement, d'une certaine manière, en fait, le son, lui, prend du temps. Il a besoin, pour exister, de prendre du temps. Ce qui n'est pas le cas de l'image. L'image, regardez ce que regarde, enfin, quand on s'intéresse à ce que regardent les jeunes aujourd'hui, et les très jeunes aujourd'hui, ce sont des Ouais. images qui se succèdent à une rapidité absolument affolante, quoi. Ça passe, ça va très vite. Donc en fait, d'une image remplace une autre, etc. Et du coup, on va très très vite, de plus en plus vite. Mais le son, lui, il a besoin de se poser pour exister. Il a besoin du temps pour se placer, pour comprendre. Pour comprendre quelqu'un, il faut le laisser s'exprimer. Il faut aussi laisser dans sa voix des micro-silences aussi pour que on puisse comprendre ce qu'il vous raconte. Et aujourd'hui, les gens parlant vite ne laissent plus de temps à l'autre de comprendre ce qu'on leur raconte. Et c'est comme ça que dans les débats, on se retrouve avec des gens qui s'expriment d'une manière totalement isolée les uns des autres, et que nous sommes en train de tous nous isoler les uns les Ouais. autres, d'ailleurs, d'une manière générale, à travers ces technologies aujourd'hui qui nous font pas que du bien. Ouais, effectivement, il nous faut du bien parfois, mais pas sur les mêmes plans, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que vous disiez d'ailleurs très justement à ce titre de Christian Hugonnet, si je ne me trompe pas, que les films plus anciens, euh, Ah je oui. me souviens, enfin, Alors, les acteurs prenaient vraiment, c'est vrai que quand on compare les vieux films, la lenteur des échanges, et même des scènes qui se succèdent, etc. Il y a des micro-silences partout par rapport, il y a même des maxi-silences comparés je dirais, aux films d'aujourd'hui où il y a tout le temps un petit peu du remplissage, où on a l'impression qu'il n'y a plus du tout le temps, justement, on donne plus de temps au bruit des chaussures. Je sais pas, moi je me souviens des bruits des chaussures, des bruits des pas. C'était quelque chose à l'époque de Jean Gabin, à l'époque de Lino Ventura, etc. C'était une autre époque. Aujourd'hui, il y a plus du tout. J'ai l'impression que tout est un peu sur le même plan et tout s'enchaîne très très vite, quoi. sur un C'est un seul, peu ça. sur un seul pas, Un seul pas. écoutez sans regarder, vous avez 24 signifiants sur la personne. Ah oui, c'est ça 24 que vous disiez la signifiants. dernière fois. C'est Ça, très c'est très quand même assez important. amusant. Et Vous la faites musique, l'expérience. et la musique du film aussi, si on parle de musique, qui Ouais. inonde également totalement les bandes son aujourd'hui, qui font qu'on a même plus le temps de réagir. Dès qu'il y a un moment de silence, il faut le remplir. Évidemment, il faut toujours remplir. Ce qui fait que l'homme n'a plus le temps aussi de pouvoir se faire sa propre idée finalement de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Ouais. Claire Opéra, vous êtes d'accord avec cela aujourd'hui, il faudrait se forcer presque à prendre le temps d'écouter pour écouter, en fait, tout simplement. Je- Pas pour remplir La, le mu- vide. la musique est évidemment en lien direct avec le temps et avec la durée, pas le temps de l'horloge qui s'écoule avec ses secondes, mais avec le temps la durée au sens de Bergson, c'est-à-dire le temps éprouvé. Mmh. Et c'est vrai que les patients ou toute personne, mais là je me réfère à mon expérience professionnelle, les patients qui écoutent la musique, le temps fragmenté, la maladie en fait fragmente le temps. Elle éparpille et la musique a cette capacité de redonner une forme d'unité au temps et c'est vécu par les patients comme quelque chose qui est la saveur du présent. La musique vient chercher les souvenirs passés, les fait éprouver quelque chose de présent. C'est vraiment une expérience d'éternité. Il y a un patient qui a formulé ça de façon magnifique et je peux vous lire ces quelques lignes à l'écoute donc de Piaf. Il aimait beaucoup Je ne regrette rien, c'était un grand boxeur, ami de Marcel Cerdan, un vieil homme magnifique qui m'a dit
j'oublie le présent avec sa souffrance. Hmm. Le passé revient vivant et l'avenir s'ouvre. C'est un miracle, vous savez. Le miracle de l'amour et de la musique, ça me donne la force à l'intérieur. Et je pense que cette singularité du moment musical, qui est vraiment un temps nourricier, qui n'est ni passé ni futur, mais tout cela mêlé, c'est une expérience en fait extrêmement transformatrice du temps grâce à la musique. Et si je puis me permettre Oui. de rebondir Claire. sur très rapidement sur cette idée du souffle, Oui. l'idée de la musique qui vient en quelque sorte, j'ai beaucoup aimé cette phrase des sons qui respirent. Eh bien, je dirais que la musique vient modifier la respiration et ça, c'est une chose très belle. C'est que la musique qui résonne, la musique vivante, eh bien, vient modifier les paramètres de la respiration justement de ceux qui sont dans des comas profonds. Et je pense que le coma profond, eh bien, les patients continuent de ressentir la musique puisqu'il y a des manifestations physiologiques, il y a des larmes qui coulent, il y a des pieds qui bougent, mais il y a surtout le souffle qui change. Stupéfiant. Merci infiniment, Claire Opère, pour ces témoignages. On voyait effectivement ces personnes respirer avec cette magie du son, le vrai son. Évidemment, faire attention. Répondez-nous d'ailleurs pour nous dire, moi ça m'intéresserait de savoir vous les auditeurs, quels sont les sons qui vous font du bien, vous, qui vous transportent, qui vous font vibrer, qui vous font respirer. Christian Hugonnet. Oui, je voulais, à ce moment-là, à ce moment très précis, je voulais... Malheureusement c'est le mot de la fin. C'est important, un mot, rien que pour dire que tous les sons se suicident et ne reviennent jamais. C'est un mot de Murray Schaeffer et qui illustre absolument ce Eh bien, merci infiniment les amis, Christian Hugonnet, Claire Opère, Lucie Richard, merci. Et surtout, continuez à écouter des bons sons, ceux qui vous font du bien, c'est important. Bonne soirée à tous.